Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mac. Tout de suite, le sommaire. Culture de Fognon dans le département de Goudiri. Elles sont plus d'une centaine de femmes à s'activer dans ce domaine. Agriculture à présent dans le bassin de l'Anambé sur 5000 hectares. Les producteurs ont exploité plus de 3000 hectares avec des conditions pluviométriques favorables. Notre dossier du jour s'intéresse à la presqu'île de Djilapao, située dans le département de Bignona. Elle doit son nom et son histoire à la corbeille. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, culture du Fognon à Tambacounda. Dans cette localité, le département de Goudiri, elles sont plus d'une centaine de femmes à s'activer dans ce domaine. Elles espèrent bénéficier des matériels très modernes pour booster leur rendement. Tchorodien s'est rendu au niveau de leur périmètre agricole. Djilani, commune située à 65 km de Goudiri. Après un retard pluviométrique de quelques semaines, enfin, le ciel a ouvert ses vannes. Plus de 3 pluies consécutives, l'heure est au premier sémi. La culture du fognon n'est pas difficile, mais il faut avoir du matériel pour faire une bonne saison. Des machines pour labourer, mais également pour décortiquer. Ici, les travaux champêtres s'effectuent à tour de rôle. Aujourd'hui, les femmes se sont donné rendez-vous dans les périmètres agricoles de Fantassoiré. Ici, les femmes sont solidaires. Pour le travail de la terre, elles s'entraident. Aujourd'hui, c'est au tour de Fanta. Demain, on va se rendre dans un autre champ pour aider une autre femme. Parce que Koumba Mané, pour qui la culture du fognon n'a plus de secret, se devait d'effectuer le déplacement pour superviser la semence des graines qu'elle a fournie. Quand je te vends des semences, je viens 2 à 3 fois pour constater de visu l'évolution des travaux et te donner des conseils. Koumba, comme Fanta, sont devenues de grandes productrices de fognon dans leurs régions respectives, Tambacounda et Kolda. Elles distribuent même des semences certifiées, mais peinent à avoir des tracteurs pour fructifier leur business. Man tay dama fayon tracteur pour ñu ñëw labourer ma samay jigéen ñi fa nekk ñëpp dañuy fay tracteur pour ñu ñëw labourer kon ñun bu ñu amee suñu tracteur bopp ñu xam ne président Macky Sall moo ñu ko jox kon ñun duñu taxaw fi. Je suis obligée de louer un tracteur pour labourer mon champ. C'est pareil pour toutes les femmes à Djilani. Ici, les terres sont disponibles. Il ne nous manque que des tracteurs pour emblaver plus de 100 hectares de terre. 5 hectares bi yamul lek Djilani kessé kon boba même buñ ko jaayé ci président Macky Sall lañuy jappalé. Cette année, avec le retard et une pause pluviométrique, les femmes de Djilani ont utilisé les semences de fognon à cycle court. Il faudra juste attendre 2 mois 10 jours pour pouvoir récolter. Merci Tchorodien pour ce reportage. Direction Ziguinchor pour parler de l'agriculture à présent dans le bassin de l'Anambé sur 5000 hectares. Les producteurs ont déjà exploité 3000 hectares avec des conditions pluviométriques favorables et de l'engrais de qualité qui a été fourni par le gouvernement du Sénégal. Les semences se portent très bien. Un engouement a été noté au niveau de la culture du riz. Reportage Abdelaziz Ban. Des périmètres rizicoles à perte de vue, des semis au stade talage, nous sommes au bassin de l'Anambé dans la région de Kolda. Ici, la superficie totale aménagée est de 5000 hectares répartis en 6 secteurs. Sur les 5000 hectares aménagés, au jour d'aujourd'hui, il y a 3666 qui sont exploitables à ce jour.
Et il y a 97% qui sont exploités, donc soit 3544 hectares exploités. Au secteur 5 du bassin, les producteurs ont exploité plus de 1000 hectares. Les conditions pluviométriques actuelles sont favorables pour les opérations culturelles. Le secteur 5 a 1200 hectares. Sur les 1200 hectares, je dis aujourd'hui, on a exploité presque les 1100 et quelques hectares. Mais aujourd'hui, le secteur 5, presque on est à quasi-totalité exploité pour l'hivernage. Donc ça, c'est le résultat vraiment du programme de l'État du Sénégal. C'est pourquoi nous continuons à remercier le président de la République par le biais du ministère de l'Agriculture. Dans tous les autres secteurs du bassin de l'Anambé, les signaux sont au vert. Les premiers semis au stade talage et beaucoup de variétés distribuées aux producteurs. Toutes les conditions sont en train d'être réunies pour avoir de bons rendements. Nous sommes au niveau d'une parcelle de riz où on a semé la variété Sahel 108 de niveau pré-base. Pour cette campagne hivernale, nous avons acquis 5 tonnes de semences de pré-base. Avec 4 variétés, Sahel 108, Sahel 177, Nerika L19 et Sahel 210. Et ces semences ont été distribuées à 41 producteurs, dont la plupart au niveau du périmètre aménagé et quelques-uns au niveau de 6 vallées du département de Vélingara. J'ai eu la chance d'être donné aux semences pré-base, Sahel 108. Le constat que je vois sur ces semences-là, il a un développement très rapide. Le lever de la semence presque 100%, parce que ça diminue la quantité de semences qu'on prenait avant. Ici, un engouement réel est noté dans la culture du riz. L'État aussi a joué sa partition avec la distribution de l'engrais de qualité. Par rapport à l'engouement qu'il y a dans la culture du riz, donc beaucoup de gens ont compris aujourd'hui que la culture du riz, d'abord il y a la sécurité alimentaire qui est assurée, et c'est une culture de rente aussi. Tu peux vendre et avoir de l'argent. C'est la politique d'accompagnement qui fait que aujourd'hui nous sommes à ce nombre de superficies cultivées dans le bassin de l'Anambé. C'est une terre qui est très riche, donc qui nous permet d'avoir des rendements vraiment assez importants. On est donc satisfait parce que vous savez tous que l'hivernage a eu un début très difficile. Heureusement que les gens avec en tout cas l'espoir, ont pu anticiper les semis. On a eu un petit temps d'arrêt et là en début août maintenant on a vu la reprise des pluies. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui on voit ce comportement-là magnifique des cultures. Et donc on espère en tout cas avec les prières que l'hivernage va être tardif pour qu'on puisse en tout cas espérer les rendements qu'on attend cette année. Au bassin de l'Anambé, les producteurs sont déjà à 97% de la superficie exploitable. Avec le bon comportement des semis, l'espoir d'avoir de bons rendements est permis. La culture du riz qui a connu un grand bond en avant avec le programme d'autosuffisance alimentaire en riz qui a été lancé par le gouvernement du Sénégal en 2015. Maintenant, pour parler de la culture du riz au Sénégal, nous recevons sur ce plateau l'économiste M. Mor Gassama, docteur. Bonjour, M. Gassama. Oui, bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est un grand plaisir de revenir sur le plateau de Midimac. Nous venons de suivre ce reportage à Anambé qui fait allusion à de bons rendements par rapport aux conditions favorables pluviométriques, mais également par rapport à l'engrais qui a été fourni par le gouvernement du Sénégal. Comment se porte la culture du riz au Sénégal? Merci beaucoup. D'ailleurs, pour parler de cet élément, je vois que c'est une initiative à saluer, à encourager. Les populations, en tout cas, ont besoin d'avoir donc de tels projets pour améliorer leurs conditions de vie, pour gagner un peu plus d'argent. Et au-delà aussi, ça va participer davantage à lutter efficacement contre ce qu'on appelle l'exode rural. Parce que si on arrive à trouver du travail sur place, à gagner bien sa vie, on n'a pas besoin de quitter son terroir pour se rendre dans les grandes villes. D'autant plus que les conditions de vie restent beaucoup plus difficiles à ce niveau-là. Maintenant, si on parle de la culture donc, de riz de manière générale au Sénégal, il faut noter que quand même en 2015, lorsque le président de la République avait lancé son programme d'autosuffisance alimentaire, à l'époque la production tournait autour de moins de 400 000 tonnes. 350 000 oui, c'est ça.
tonnes de riz, ce qui veut dire que les importations, c'était presque 1 400 000 tonnes, ce qui était énorme. Je me souviens encore de la cérémonie de lancement organisée ici à Dakar au niveau des stades Amadou Barry. À ce niveau-là, en tout cas, c'était sur 2 ans, 2 ans, 3 ans. En 2015, 2017, il fallait atteindre donc l'autosuffisance. Certes, cela n'a pas été atteint, ce qui n'a pas du tout été surprenant, mais le plus important, c'est ce qu'il faut retenir, c'est surtout le bon significatif qui a été réalisé. Justement, en parlant de ce bon significatif, on a constaté que c'est passé de plus de 350 000 tonnes à 1 million. Qu'est-ce qui explique ce bond en avant? Oui, donc en 2019, on était même à 1 200 000 tonnes. Hein. Et si cette même tendance se poursuit, on espère que dans les 2 ou 3 ans à venir, on est censé atteindre 1 800 000 tonnes, c'est-à-dire être autosuffisant en riz. Parce que d'abord, il y a ce programme qui a été lancé, les moyens qui ont été débloqués par les pouvoirs publics pour accompagner les producteurs, surtout au niveau donc, de la vallée du fleuve Sénégal. Cette partie du Sénégal, à elle seule, pouvait même assurer l'autosuffisance alimentaire en riz. Mieux encore, faire même du Sénégal un pays exportateur de riz. Il y a aussi le programme PAP 2A qui a été initié également par le gouvernement du Sénégal, mais c'est parti au-delà du programme autosuffisance alimentaire en riz, mais c'est généralisé. En quoi consiste ce programme PAP 2A? Oui, lorsqu'on parle de PAP 2A, c'est vraiment le plan de relance de l'économie sénégalaise. Hein? Donc, c'est toujours la suite donc, du PSE hein, qui a été lancé à partir de 2014. Ensuite, la première phase 2014-2019. À partir de 2019, donc 2021, la phase 2, hein, ce qu'on appelle le PAP 2. Avec la crise, on a actualisé le PAP 2 pour en faire PAP 2A. C'est donc un programme d'action prioritaire ajusté et accéléré. Voilà. Donc, PAP 2A, c'est le PAP 2 plus 614 milliards, ce qui fait que ça tourne autour de 14 712 milliards pour relancer l'économie sénégalaise. Ça, on l'avait déjà fait au mois de septembre 2020, mais en ce moment-là, on ne s'attendait pas vraiment à une deuxième vague, encore moins une troisième vague. Donc ça veut dire que peut-être il mérite même d'être encore actualisé, puisque jusqu'à présent, la véritable relance n'est pas encore donc, à l'ordre du jour. Maintenant, dans le cadre du PAP 2A, ce qu'on peut retenir surtout, effectivement, vous l'avez souligné, c'est le fait d'avoir des ambitions maintenant de devenir autosuffisant. Le fait de fixer l'objectif d'autosuffisance alimentaire, ce qui est quand même inédit, hein, ce qui est extraordinaire, et parce qu'on l'a constaté. Au niveau de lorsqu'on était donc au début de la crise sanitaire, avec les mesures fortes prises pour le gouvernement pratiquement, au Sénégal aussi, c'était pareil, on avait arrêté fermer les écoles, arrêté la circulation et autres. Le gouvernement avait décidé d'accompagner les populations. Donc on peut dire qu'il y a pas mal de facteurs qui sont entrés en vigueur après le programme PAP. Oui, parce que lorsque le gouvernement avait débloqué les 109 milliards pour les aides alimentaires, vous imaginez, on avait besoin de 100 000 tonnes de riz et toute cette quantité était importée. L'huile, etc., le lait. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être capté par les producteurs locaux, ce qui allait participer à améliorer aussi leur niveau de vie et au-delà le développement de ces pays-là. Donc c'est pourquoi c'est vraiment très important qu'il s'agisse maintenant de la culture ou de l'élevage, ce sont des secteurs porteurs. Ce sont des secteurs porteurs parce qu'il y a énormément d'enjeux. Si vous vous référez un peu à une étude faite par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui a été publiée donc en 2019 avec l'agriculture, en 2014, sa participation tournait autour de 800 milliards, alors que là, on est pratiquement, ça tourne autour de 400. Quelques milliards, là, on est presque à plus de 1200 milliards. Mais est-ce qu'avec le PAP 2A, on peut s'attendre à une autosuffisance alimentaire en riz en général? Oui, moi je pense que même si on ne l'avait pas intégré, déjà avec ce programme d'autosuffisance en riz qui a été lancé par le gouvernement du Sénégal depuis 2015, qui se poursuit, avec l'évolution, le bon significatif qui a été réalisé, dans les 2 ou 3 ans, on est censé atteindre cet objectif. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'au niveau des autres denrées que nous consommons, on constate aussi qu'il y a quand même des évolutions. Hein. Dans le domaine de l'horticulture, pour la production d'oignons, je pense que le niveau de production aujourd'hui permet de couvrir les besoins de 10 mois sur 12.
Vous prenez la pomme de terre, on est autour de 8-9 mois sur 12. Et je pense que si cette même tendance se poursuit, ça veut dire qu'on est vraiment sur une bonne lancée. Maintenant, il va falloir continuer à accompagner, à encadrer et surtout assurer la commercialisation, la conservation et la commercialisation. Est-ce que les importations également, on a constaté un recul par rapport à ces importations du riz? C'est naturel, hein? Parce que lorsqu'on importe, parce qu'on n'arrive pas à couvrir les besoins, donc le niveau de production ne permet pas de couvrir les besoins. Plus le niveau de production augmente, plus les importations sont censées diminuer, ce qui participe aussi à améliorer la balance commerciale. Je vous remercie, Dr Mor Gassama. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, ça a été un grand plaisir. Je rappelle que nous étions avec M. Mor Gassama. Il est enseignant-chercheur au niveau de l'INSEPS à l'UCAD. Il est également économiste. Autre aspect de l'actualité, la presqu'île de Dila-Pao. Nous allons découvrir cette presqu'île dans le département de Bignona. Elle doit son nom et son histoire à la corbeille. Cette presqu'île de la Casamance est aujourd'hui menacée par l'avancée des langues salées. Reportage. Il faut plus d'une heure en pirogue sur le fleuve Casamance à travers les Bolons pour rallier Dila-Pao. Cette localité de la commune de Mangagoulac dans le département de Bignona est une presqu'île d'environ 350 habitants. La nature y est généreuse, les arbres majestueux. Dila-Pao, qui est resté traditionnel, a une histoire liée à la corbeille. Dila-Pao, c'est un village presqu'île. Donc, c'est des habitants de Bandial qui sont venus ici à Dila-Pao. Avant, ce n'était pas Dila-Pao, c'est un lieu qu'ils ont vu, c'est un lieu non habité. Donc, une fois retournés à Bandial, ils ont dit à leurs camarades qu'ils ont trouvé un lieu non habité. Et ils préfèrent venir habiter ici. Donc, en venant, ils ont quand même amené des bagots. Et parmi leurs bagots, il y avait une corbeille. Une fois arrivé ici, donc il y avait un qui avait oublié la corbeille. Comme il avait oublié la corbeille, il s'est rappelé et il a dit « J'ai oublié la corbeille de maman ». Donc ils ont dit, au lieu de chercher un autre nom pour ce village, il serait mieux de donner ce nom qui est Dila-Pao, qui veut dire la corbeille de maman. Avant on disait Dila-Pao, mais maintenant on dit Dila-Pao. Donc Dila-Pao, on a essayé de coller les mots pour avoir Dila-Pao. En français, comme Dila-Pao. Vivant dans les méandres de l'estuaire du fleuve Casamance, au milieu des Bolons, au cœur de la mangrove, la population y vit de pêche et de riziculture, entre autres activités. Dila-Pao, les gens vivent de la culture, la cueillette et la pêche. Donc comme c'est un village où il n'y a que des pêcheurs, donc ce sont les activités qu'on fait à Dila-Pao. On aurait voulu faire d'autres activités, mais pour des raisons comme la terre qui est salée, on ne peut pas cultiver de l'arachide et consorts. Voilà. Mais derrière ce calme sur la presqu'île se cache une avancée de la langue salée qui menace Dila-Pao. La localité souffre beaucoup de l'érosion côtière. Avec l'avancée de la mer, tout est salé. Avant, on avait des petits puits là où on puisait pour faire la cuisine, mais finalement, on ne peut plus cuisiner avec cette eau. Donc, pour pouvoir avoir de l'eau pour cuisiner, on est obligé d'attendre la saison des pluies pour pouvoir avoir de l'eau. Donc, s'il y aurait peut-être une solution, on demande à l'État de pouvoir vraiment nous appuyer là-dessus. Pour sauver ce qui peut encore l'être de la presqu'île, les jeunes de la localité constitués en association ont initié une journée de reposement. Il s'agit pour eux de combattre l'érosion côtière dont souffre la presqu'île. Aujourd'hui, nous sommes sous la menace de l'avancée des eaux salées. Beaucoup de rizières ont été abandonnées, on a eu des maisons même abandonnées et il y a des plans qui luttent contre l'avancée des eaux de mer. Et la prochaine étape, ce sera trouver des moyens pour faire des digues de protection pour lutter contre cette avancée
des eaux de mer. C'est un acte important qu'on a posé ce matin, car voilà, ça va dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, qu'on empêche la mer d'avancer, ça va dans l'intérêt de tout le monde. Ainsi, pour sauver et développer la localité, les jeunes de Djilapao sollicitent le soutien de l'État, mais également celui de bonne volonté. Déjà, l'international sénégalais de football Stéphane Badji, originaire de la localité, a entamé beaucoup de projets ici. Il a construit l'église. On avait juste une chapelle, on s'asseyait sur du bois. Aujourd'hui, on peut être fier d'avoir une belle chapelle. On a un foyer et il a beaucoup de projets, mais à lui seul, il ne peut pas le faire. C'est à nous jeunes de l'accompagner. Au-delà de ces projets pour faire revivre Djilapao, la relance du tourisme est aussi un autre cheval de bataille pour les jeunes de la localité. La présence des bateaux de plaisanciers témoigne sur le rôle que peut jouer Djilapao sur le tourisme en Casamance. Pour l'heure, sauver Djilapao de l'avancée de la langue salée à travers des campagnes régulières de reboisement pourra faire retrouver à cette presqu'île de la Casamance son lustre d'antan. Djilapao, un village de pêcheurs situé dans le département de Bignona. Merci à Abdelaziban pour ce dossier. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur le programme de la RTS2 et bonne fête d'Achoura à tous les musulmans. Au revoir.